Bonjour, cher Rebel Capitals, j'espère que vous allez bien. Alors, les résultats de Nvidia sont sortis. Tout le monde parle de l'importance de cela pour l'ensemble du marché boursier. Nous allons entrer dans les détails dans un instant. Nous allons également parler de la façon dont la demande de logement s'effondre, même si les taux baissent. Et enfin, nous allons parler de la façon dont tout à coup CNBC passe d'un optimisme débordant. Quel était l'acronyme que nous utilisions pour ça ou l'abréviation JIMP? C'est ça, JIMP. Du sperme dans mon pantalon, revoir, n'importe quoi. Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont de bonnes nouvelles. Et maintenant, tout à coup, c'est oh, cela pourrait être un signal de récession. Nous devrions être attentifs. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que parce qu'ils sont, entre guillemets, des experts qui sont devenus baissiers, ou est-ce plus une question politique? Nous allons y entrer dans un instant, mais allons-y. Les bénéfices d'NVIDIA. Ici, et ça vient de sortir il y a quelques minutes, donc je regarde ça. À peu près pour la première fois aussi, cliquons là-dessus. Urgent. Les ventes d'NVIDIA augmentent de 78% grâce à la demande en IA. L'entreprise donne des prévisions solides. Ça me semble plutôt bien. Mais bien sûr, tout tourne autour des attentes du marché. Beaucoup de ces actions MAG 7 sont évaluées à la perfection. Donc, ce n'est pas juste qu'ils ont augmenté leurs ventes de 78%. Si le marché s'attendait à 80%, alors c'est en fait un échec. Mais je pense que cela devrait être perçu comme une bonne nouvelle, bien que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Les questions macroéconomiques ont mis la liberté et la liberté. Et le système monétaire, c'est plus ce que j'aime explorer en profondeur. En ce qui concerne les bilans réels de ces entreprises et ce qui influence le prix des actions, je laisse ça à des gens comme Lynn Alden et Chris McIntosh. Et d'autres pros de Rebel Capitals Pro. Faisons un petit coup de pub là. Mais on dirait que le marché perçoit cela comme prévu, pas aussi bon qu'il l'espérait. Et je dis ça juste parce qu'on dirait que ça a baissé. Après la fermeture, Yann, 25%. Alors, continuons à lire ici. Nvidia a annoncé ses résultats du quatrième trimestre mercredi après la clôture, qui ont dépassé les attentes de Wall Street et l'entreprise a donné des prévisions solides. Les actions ont été stables lors des échanges prolongés. Maintenant, elles sont en baisse. Voici comment l'entreprise s'est débrouillée. Et encore une fois, vous voyez, c'est le problème d'acheter ces choses à des niveaux aussi élevés, parce qu'elles ne sont pas juste évaluées à la perfection, elles sont évaluées pour même dépasser la perfection ou dépasser les attentes élevées qui ont déjà été fixées. Donc, vous devez vraiment surpasser le marché pour que le prix de l'action continue d'augmenter. Et si vous juste dépassez les attentes par un montant qui ne correspond pas au prix de l'action, vous allez rencontrer ce vide d'air et potentiellement descendre, mais nous allons devoir prêter beaucoup d'attention pour voir comment le prix de l'action réagit demain. Mais revenons à cet article. Donc, des revenus spécifiques de 39 milliards sur une estimation de 38 milliards, c'est bien là. Mais peut-être pas assez bien. Bénéfice par action de 89 cents contre 84 cents qui était attendu. Nvidia a dit que, voyons voir, environ 43 milliards de revenus au premier trimestre, plus ou moins 2% par rapport à 41,68. Le revenu net au cours du trimestre a augmenté à 22,9 milliards. Les revenus ont continué à augmenter. Les revenus de Nvidia. D'accord, on a ça. Cependant, la croissance de Nvidia ralentit car l'entreprise devient plus grande. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, les ventes de Nvidia ont plus que triplé. Et croyez-le ou non, encore une fois, c'est une croissance qui ralentit.
C'est juste, vous savez, ces choses sont sur une trajectoire de croissance comme ça. Et elles sont évaluées pour augmenter cette trajectoire de croissance à celle-ci parabolique, tout droit vers le haut. Donc, même s'il passe d'ici à ici, je veux dire, c'est toujours génial. Mais cela signifie que le prix de l'action baisse. Et encore, une fois, c'est pourquoi je prêche encore et encore une fois, et je martèle la table sur ces vidéos et les vidéos au tableau blanc. Ce n'est pas seulement une question de savoir ce que va faire le prix, parce que à la fin de la journée, c'est presque impossible à savoir. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est prix de l'action cher ou prix de l'action bon marché, c'est la seule chose que l'on peut savoir. Donc, vous devez commencer par poser cette question au lieu de commencer par demander si le prix va monter ou descendre. Revenons à l'article. Les ventes qui proviennent de l'activité de centre de données de l'entreprise, qui représente désormais 91% des ventes totales de l'entreprise. C'est ce que j'appelle mettre tous ses œufs dans le même panier. Et nous devrons voir si le DeepSeek les impacts de cela, ou juste ce type de modèle. Parce que cela pourrait ne pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais vous pourriez avoir une entreprise américaine, par exemple, qui regarde ce qu'ils ont fait et se dit « c'est intéressant ». Et ensuite, ils vont de l'avant et l'améliorent, puis une autre entreprise améliore cela. Vous continuez à avoir ce genre de réaction en chaîne qui finit par avoir un impact sur les résultats de NVIDIA. Et c'est juste, c'est tellement fragile là-bas à cause de ce dont nous parlions. L'activité de jeu d'NVIDIA qui inclut les graphiques et les jeux 3D a rapporté, d'accord, donc c'est presque sans importance, presque une erreur d'arrondi, tout tourne autour de l'activité de centre de données, c'est sûr. Alors, allons-y et rafraîchissons. D'accord, donc maintenant ce n'est pas aussi bas, nous devrons voir où ça ouvre demain. Mais jusqu'à présent, on dirait que ce n'est pas incroyable, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon. Et donc, cela ne va pas vraiment faire bouger le prix de l'action trop. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'NVIDIA est un composant tellement énorme, non seulement du Mag 7, mais bien sûr du S&P 500. Et le S&P 500 est un composant tellement énorme de ce qui stimule la demande agrégée dans l'économie. Par conséquent, dit d'une autre manière, c'est une composante tellement importante des États-Unis. L'économie, en général, si nous voyons NVIDIA s'effondrer complètement, si nous voyons le Mag 7 s'effondrer, si nous voyons le marché boursier s'effondrer, et ensuite, cela pourrait éventuellement mener à un effondrement, au moins à une contraction économique dans l'économie réelle, parce que cela impacte les prix des actifs, impacte le pouvoir d'achat à un tel degré, dans une très grande mesure, et ce n'est pas comme ça que ça devrait être, évidemment. Cela devrait être basé sur la productivité. Cela devrait être basé sur combien de biens et de services le secteur privé produit. Mais malheureusement, maintenant, nous avons juste ça, une économie financiarisée. C'est l'inverse de ce que ça devrait être. Allons-y. Voyons ce qui se passe avant l'ouverture du marché. Maintenant, je suppose que les contrats à terme sur le Dow sont en baisse de 265 points. Maintenant, je pense qu'il est important de souligner qu'après que Walmart a annoncé la semaine dernière des prévisions négatives pour 2025, nous avons vu les mauvaises nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles. Et je pense que c'est ce à quoi je fais le plus attention. Et vous vous attendriez à ce que si vous voyez 3 ou 4 jours de baisse, dans le Dow par rapport au S&P, vous vous attendriez à avoir un recul assez substantiel, un rebond technique, des ventes à découvert, peu importe à quoi vous voulez attribuer la raison. Mais nous ne voyons pas cela dans une large mesure. Donc, voici les contrats à terme pour demain. Mais regardons comment les marchés ont clôturé aujourd'hui.
Le Dow est encore en baisse de 188 points. Maintenant, le S&P est à peu près stable et le Nasdaq est également à peu près stable. Mais regardons un graphique. Et regardez ça. Je veux dire, c'est juste en baisse. En baisse, en baisse. Et vous avez ce petit bump ici. Mais bon, même moi, je pense que les baissiers, quand on a une si grande baisse, s'attendraient à un petit, vous savez. Le graphique devrait ressembler à ça au lieu de ça. Il devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Vous pouvez voir mon pointeur. Et ensuite, peut-être jusqu'ici. Et ensuite, un peu de fluctuation, puis redescendre à un point où vous obtenez juste des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Mais en ce moment, vous n'obtenez à peine un sommet plus bas. Vous n'obtenez même pas ça. Vous n'obtenez même pas le petit signal. Le petit signal. Je ne dis pas que c'est le début d'un krach boursier ou d'un marché baissier. Qui sait? C'est probablement l'opportunité d'achat, l'achat de la baisse, mais c'est juste. Il semble que cette fois-ci, ça pourrait être différent de toutes les occasions d'acheter à bas prix qu'on a eues au cours des 6 derniers mois. Et pour moi, c'est, avec le dollar et les obligations à 10 ans, c'est probablement la chose la plus importante à essayer de comprendre et d'analyser. C'est quand? Est-ce que ce récit change ou pas? Maintenant, allons voir ce qui se passe aujourd'hui avec les obligations. Et ça revient à ce que je disais, et peut-être qu'on est en mode prudent, je veux dire, les obligations du Trésor à 10 ans. Regardons un graphique de ça. Nous sommes en baisse en ce moment, si vous ne pouvez pas le voir, à 4,25. Donc, nous venons de nous réinverser. Si vous regardez les taux des fonds fédéraux, et je crois que c'est le cas aussi pour le taux à 3 mois, et ça ne s'est pas arrêté, je veux dire, ça continue de descendre. C'est juste fou de penser que le 13 janvier. Donc, on peut dire il y a 6 semaines, nous étions à 4,8. Donc, nous sommes en baisse de 55 points de base en seulement quelques semaines. Et cela, gardez à l'esprit, c'est avec l'IPC passant de 2,4 à 3%. Un de ces deux indicateurs est faux. C'est soit la partie longue de la courbe, soit l'IPC. Je vous laisse en juger, mais pour moi, je mettrai mon argent sur la partie longue de la courbe. Et cet IPC commence à s'inverser et à descendre. Et je réalise que cela sous-estime la situation, mais c'est utilisé comme un indicateur de la direction des augmentations des prix à la consommation. Et si nous commençons à voir l'économie se ralentir encore plus, la demande agrégée diminue. Potentiellement, une récession, c'est toujours. À chaque fois, pas nécessairement déflationniste, mais c'est toujours désinflationniste. Et peu importe d'où vous partez. Maintenant, je ne serais pas du tout surpris si nous passions de 4,25 directement à 4,4 et ensuite vous avez un peu de bruit et puis ça continue de descendre. Si nous voyons les données continuer à s'affaiblir, pourquoi? Parce que rien, jamais ne monte ou ne descend en ligne droite. Regardons le énorme mouvement que nous avons vu dans le Bitcoin. Encore aujourd'hui, en baisse de 5,3%. De plus, donc vous regardez juste autour de 83,5. Et ce qui était vraiment incroyable aujourd'hui, c'est que je pense que MicroStrategy était en fait légèrement en hausse. Donc, je me laisse découvrir ce qui se passe là-bas. Mais en fin de compte, nous avons beaucoup de volatilité et beaucoup de volatilité à la baisse. Et regardez ça aussi.
Je ne pense pas que ce soit une tendance, mais c'est intéressant de voir que le Bitcoin est en baisse encore plus que le Doge ou le XRP. Mais malgré tout, Solana, qui en prend vraiment un coup, est en baisse encore plus que le Bitcoin. Donc, ce que cela me dit, c'est juste une indication supplémentaire que le marché perçoit potentiellement les choses différemment. Et c'est juste, nous sommes tellement dans une dynamique de risque, manie, hystérie, Fartcoin, Trumpcoin, Melaniacoin, Doge, Elon Musk, toutes ces choses. Et je dois admettre que beaucoup d'entre eux sont positifs, mais les gens sont juste tombés dans cette hystérie où c'est juste n'importe quoi, acheter, 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 acheter. Vous savez, on prend des risques, on va sur la Lune, bébé FOMO, et YOLO et toutes ces autres choses. Et puis, ils réalisent un peu que, attendez une minute, peut-être que l'économie ne va pas si bien, ça se passe si bien. Et même si nous approuvons ce que fait Trump, peut-être que cela va prendre du temps pour que nous voyions réellement les dividendes portent leurs fruits dans l'économie réelle. Ce n'est que de la spéculation. J'essaye de rassembler les pièces du puzzle à la fin. À la fin de la journée, c'est à vous de décider comment vous pensez que cela va se dérouler et ce que cela signifie réellement. Passons en revue les données sur le logement parce qu'il faut regarder le bon. Nous devons examiner le mauvais, tout ce qui se trouve entre les deux, pour faire une analyse correcte. Et vous entendez tout le temps l'argument optimiste dans les médias traditionnels, même si cela est légèrement en train de changer. Vous savez, Chris et moi en avons parlé hier. Mais il y a une autre fissure dans le barrage à laquelle nous devons prêter attention. Et c'est le marché immobilier. On ne voit pas vraiment les prix s'effondrer, mais vous voyez la demande diminuer. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons vu les taux hypothécaires, comme on pourrait s'y attendre, baisser considérablement avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans, ce qui devrait, normalement, faire augmenter la demande encore plus. Nous voyons exactement le contraire. Alors, passons à cet article, un autre article de CNBC, et essayons de voir ce qui se passe. Maintenant, c'est juste au cours des dernières semaines, donc à très court terme, cela ne signifie pas que c'est une tendance qui va se poursuivre tout au long de l'année, mais c'est quelque chose dont nous devons être conscients. Juste ici. Et en fait, je suis curieux. Regardons un graphique. Des taux hypothécaires à 30 ans. Je n'ai pas regardé ça depuis un moment et évidemment, cela concerne ce dont nous allons parler. Donc, Mac gratuit. Je sais que comme NerdWallet, le NerdWallet, comme je veux plus de trucs en temps réel. NerdWallet, voilà. Et les taux d'intérêt hypothécaires actuels, et en général, ils ont un graphique plutôt bon. Et bien sûr, cet article, voilà. Donc, c'est le taux à 30 ans est juste, je veux dire, regardez ça depuis en février. Le 1er février, nous étions juste autour de 6,8 et 6,81. Et actuellement, nous sommes descendus à 6,59. Donc, ça devrait encourager la demande. Regardons ce qui se passe réellement. Cependant, quand nous allons sur CNBC, voici le titre. Les taux hypothécaires ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-décembre. Ce n'était pas si longtemps, mais la demande reste encore en deçà. Points clés, le taux d'intérêt moyen des contrats pour un prêt fixe à 30 ans, avec des soldes de prêts conformes ou conformants, diminué à 6,88% contre 6,93%. Donc, nous avons vu une petite augmentation supplémentaire sur NerdWallet. Il combinait probablement tous les prêts fixes à 30 ans.
alors qu'ici, il se concentre sur une portion spécifique, demande de refinancement. Un prêt immobilier qui avait fortement augmenté pendant une grande partie de janvier a chuté de 4% la semaine. Les demandes de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison sont restées stables pour la semaine et ont augmenté de 3% par rapport à la même semaine il y a un an. Donc, en réalité, là où nous constatons le déclin, c'est sur les refinancements, ce qui a beaucoup de sens parce que si vous êtes déterminé ici à acheter une maison pour une raison ou une autre, vous allez probablement continuer dans cette voie. Vous n'alliez probablement pas acheter une maison si vous aviez perdu votre emploi, ou vous n'alliez probablement pas acheter une maison en premier lieu si vous étiez un peu méfiant quant à la possibilité de perdre votre revenu en 2025. Mais c'est une toute autre équation quand vous regardez un refinancement avec retrait d'argent ou un refinancement en général parce que vous avez des frais. C'est juste que vous avez déjà la maison. On dirait que ce serait la première chose à se produire. Donc, les détails ici, les taux hypothécaires ont baissé. On a ça. Les demandes de prêts hypothécaires ont chuté de 1,2% par rapport à la semaine dernière. Je pensais ça. Il a dit que les demandes de prêts hypothécaires pour acheter une maison étaient stables pour la semaine et 3% plus élevées que la même semaine il y a un an. Les demandes de prêts hypothécaires totales a chuté de 2 points. Qu'est-ce que je rate? La seule chose. Un demandeur de prêt hypothécaire total, peut-être qu'ils incluent les refinancements là-dedans. Je ne suis pas sûr où se situe la divergence, mais en fin de compte, c'est dans l'ensemble. Ça va dans la direction opposée de ce que l'on penserait si l'on se contentait de regarder les taux d'intérêt eux-mêmes. Une autre chose qui est vraiment, je pense, encore plus intéressante, maintenant que j'y pense à voix haute, c'est pourquoi les taux ne baissent pas au même niveau que ceux des bons du Trésor à 10 ans. Alors, réfléchissons à cela. Depuis le début de février, d'après Nerdwallet ici, nous sommes passés de 6,88 à 6,59, donc on peut dire quoi? 30 points de base, 28 points de base. Mais maintenant, regardons un graphique des bons du Trésor à 10 ans, juste en février. Et roulement de tambour, s'il vous plaît, nous pouvons regarder au début de février. D'accord, donc je pensais qu'ils avaient baissé plus que ça depuis début février. Il n'y a pas trop de différence là. D'accord, c'est rien. Oh, c'est vrai. D'accord, revenons à cet article. Pour les rendements des bons du Trésor baissent, faible dépense des consommateurs, les consommateurs sont moins optimistes, l'économie et le marché de l'emploi. Cela a fait baisser les taux hypothécaires, le taux fixe sur 30 ans, passant à 6,88%, le taux le plus bas depuis décembre. Les demandes, on en a parlé. Dans l'ensemble, l'activité des demandes de refinancement est restée assez faible. Nous parlons de la baisse des taux hypothécaires. En résumé, c'est une citation. Les obligations sont à la mode en ce moment. D'accord. Merci de m'avoir dit quelque chose. Merci de reformuler l'évidence. L'explication la plus large et la plus courante concerne les attentes d'un ralentissement de la croissance économique mondiale en réponse à la situation antérieure. Oh, ils doivent toujours... Tu sais,
doivent toujours blâmer. Les taux d'intérêt baissent. Oh, eh bien, évidemment, la croissance et l'inflation, surtout. La croissance, les attentes sont en baisse. Ça doit être à cause des tarifs et blablabla. Écoute, je ne suis pas un grand fan des tarifs en tant que politique économique, mais tu ne peux pas vraiment les blâmer. Ils n'ont même pas encore mis en place les tarifs. On ne peut pas vraiment les blâmer entièrement pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui passe de 4,8 à 4,25. Je veux dire, allez, tu sais, on en arrive presque au point où c'est comme les aliments et l'énergie volatile. Vous savez, vous regardez mes vidéos. Tu sais comment ils doivent inclure ça, surtout en excluant les aliments. Et l'énergie volatile, chaque fois qu'ils parlent d'inflation. Et c'est comme si c'était les tarifs et les efforts de réduction des coûts. C'est le nouveau genre de bouc émissaire pour tout ce qui se passe mal dans l'économie. Ils doivent l'insérer là-dedans. Je suis curieux de revenir à Nvidia. Voir ce qu'ils font après la fermeture du marché. Rappelle-toi, c'était à propos de, d'accord, donc maintenant c'est en hausse. Wow, en hausse. Plutôt bien, 2,28%. Donc je suppose que le marché digère ça. Et ils disent, d'accord, super, leur donnant le bénéfice du doute et le prix de l'action qui augmente. Mais encore une fois, après les heures de marché, on ne peut pas vraiment en dire beaucoup. Tu vas devoir voir comment ça se passe demain. Nous allons en parler dans la vidéo de demain. D'accord, maintenant passons aux médias traditionnels qui font complètement un virage à 180 degrés. C'est tellement évident. Mais maintenant, je pense que cela pourrait être un peu basé sur la politique. Mais je veux en parler juste pour montrer leur hypocrisie. Et ensuite aussi pour ajouter davantage. Détail sur l'ensemble est de la thèse du changement de narration. Salesforce, au fait, manque ses revenus. Problème. Prévision décevante. Bien, je n'aime pas du tout ce gars. Je veux dire, chaque regard. La meilleure image de lui, c'est quand il se tient devant un panneau d'affichage ou en arrière-plan. Pour le Forum économique mondial, ça vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir. Il est essentiellement un acolyte de Klaus. Ce gars, Benioff, c'est son nom. Il porte toujours du noir de la tête aux pieds aussi. C'est comme, mec, on sait déjà que tu es le diable. Genre, tu n'as pas besoin de... euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je n'aime vraiment pas ce gars. Et si vous avez lu ce qu'il a dit, c'est pour une bonne raison. Ce gars est juste... Il fait tellement partie du culte malthusien. Et il essaye de déverser ses absurdités partout. Et si tu fais partie du culte malthusien, je ne sais pas, je n'aime pas ce que tu représentes. Et je vais te le faire remarquer. Et c'est parti. Donc, vous savez, en regardant mes vidéos, quand la courbe des taux s'est inversée, disons simplement qu'il y a 2 ans, vous n'en avez pas entendu un mot sur CNBC, à peine une mention de la courbe des taux. Oh, non, 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 non. Ignore complètement ça. En fait, je me souviens de Jim Cramer, c'était peut-être il y a 6 mois, qui parlait de comment c'est totalement sans importance que quiconque se concentre sur la courbe des taux ne fait que répandre de la peur et de l'anxiété ou pas de faux mots, mais ils répandent de la peur. Et ils font juste du sensationnalisme et toutes ces choses, et que nous devrions juste ne lui prêter aucune attention. Tout tourne autour de l'émission ou quelque chose comme ça. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer strictement sur les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises. Et vous savez donc, je pense que CNBC essayait juste de passer ça sous silence. Les seules personnes dont nous parlions vraiment étaient des sources médiatiques comme Zero Edge et d'autres. Et maintenant, tout d'un coup, que nous avons la courbe des taux qui se réinverse, écoutez ce qu'ils disent.
L'indicateur de récession préféré de la Réserve fédérale clignote à nouveau un signe de danger. D'accord. Eh bien, pourquoi ne nous avez-vous pas dit qu'il clignotait un signe de danger quand il s'est d'abord inversé? Pourquoi? Choisissez-vous maintenant de simplement commenter là-dessus quand c'est la deuxième fois? Je pense que nous connaissons la réponse. Et la réponse. Et c'est juste totalement politique. Donc, si Biden est au pouvoir ou les démocrates, les gens qu'ils aiment, alors si quelque chose est négatif pour l'économie, eh bien, on doit juste, ne pas en parler. Concentrons-nous sur le positif. Et puis, quand Trump est au pouvoir, c'est comme, oh, regardez chaque chose qui est négative. On peut aller de l'avant et pointer ça du doigt et faire un complet 180, puis on peut blâmer ça sur, vous savez, les tarifs et les réductions de coûts. Vous savez, oh mon Dieu, on réduit le gouvernement. Es-tu fou? Eh bien, cela va évidemment mener à une récession. On ne peut pas avoir ça. Et ça vous rend un peu malade au ventre, mais c'est exactement ce à quoi on s'attendrait de la part des médias traditionnels, exactement ce à quoi on s'attendrait. Donc, je sais que j'ai dit que j'étais un peu indécis sur le fait de savoir si c'était politique ou s'ils changeaient juste leur récit. Et je pense que j'ai pris ma décision, c'est définitivement politique. Ouais, donc c'est définitivement politique. C'est du moins mon scénario de base. Je vous laisse juger de eux ce que vous en pensez. Mais entrons dans les points clés à aborder et à voir comment ils cadrent cela. Mon avis est qu'ils vont tout simplement blâmer Trump. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé en dessous de celui des bons à 3 mois. Dans le trading de mercredi, dans le jargon du marché, on parle d'une courbe des taux inversée et elle a un excellent bilan prédictif. Voyons, juste un peu. À l'opposé de ce qu'ils disaient avant, et encore, s'ils en ont même parlé, bien qu'il n'y ait aucune certitude que la croissance devienne négative cette fois-ci, les investisseurs s'inquiètent de la croissance attendue d'un agenda ambitieux. C'est parti. Il y a sous la présidence de Donald Trump, cela pourrait ne pas se produire. Les inversions de la courbe des taux ont eu une histoire de prévision forte, mais pas parfaite. En fait, la précédente inversion a eu lieu en octobre 2022 et il n'y a toujours pas eu de récession. Cela dit, il se révise toujours ces chiffres et, tout comme en 2008, nous pourrions attendre jusqu'en décembre 2025. Et je fais référence au fait que le NBER n'a annoncé une récession qu'en décembre 2008, alors que nous étions en récession depuis toute l'année. Donc, vous ne pouvez vraiment pas prendre les chiffres du PIB et du chômage au pied de la lettre lorsqu'ils sortent en temps réel, parce que c'est toujours l'une de ces choses qu'ils ajustent très, très, très à la baisse. Quand il est tout à fait évident pour tout le monde que nous sommes absolument en contraction économique, la mesure inquiétante que la Réserve fédérale considère comme presque certaine pour une récession, et en fait, ce n'est pas leur indicateur numéro 1 de récession. Leur indicateur numéro 1 est le court terme. C'était quoi l'écart à court terme? C'est ça, l'écart à court terme, qui, je ne pense pas, correspond exactement à la comparaison entre le rendement à 3 mois et celui à 10 ans. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus depuis longtemps, donc je dois me souvenir de ça. Probablement il y a 9 mois, 6 mois. Mais c'est surtout l'écart à court terme qui, encore une fois, je pense, est légèrement différent de simplement regarder le rendement à 3 mois ou à paro 10 ans. Mais c'est un bon indicateur. Je leur laisserai un peu de marge là-dessus. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, un bas historique, le bon à 3 mois, Nersach, mercredi. Nous le savons. Et on dit cela a eu un bon historique de prévision pour la livre sterling sur une période de 12 à 18 mois pour les ralentissements remontant à des décennies. En fait, la Réserve fédérale de New York le considère comme un indicateur si fiable qu'elle propose des mises à jour mensuelles sur la relation avec les probabilités en pourcentage d'une récession se produisant au cours des 12 prochains mois. À la fin janvier, quand le rendement à 10 ans, le rendement était d'environ 0,31%,
Quoi? 31 points de base, disons. Clair par rapport aux 3 mois. La probabilité n'était que de 23%. Cependant, cela va presque certainement changer la prochaine fois. Ils nous donnent un chiffre. Ah, d'accord, ouais, on comprend ça. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que nous allions au CME et que nous découvrions ce que ils se disent en temps réel, pas nécessairement pour le ou le renversement, oui, mais surtout juste les fonds fédéraux spécifiquement. Et nous ne sommes pas vraiment descendus autant. Donc, c'est vraiment un peu fou. Le remarché ne prend pas en compte autant la probabilité que la Fed baisse les taux comme vous vous y attendez. Maintenant, pour être clair, je ne dis pas que les données que nous avons vues récemment feraient monter la probabilité à, disons, 60 ou 70%. Non. Mais j'aurais pensé que le fait que le rendement à 10 ans baisse autant et que la courbe serait inverse ferait descendre la probabilité de, disons, 97% à au moins 85. Mais ça n'est passé que de 97 à 95,5 au cours de la dernière semaine. 5.5. Donc, nous allons devoir surveiller cela de très, très près. Un dernier contrôle avec Futures. Et d'accord, le Nasdaq est en hausse d'environ 118. Le Dow est en baisse d'environ 184. Et pour obtenir notre proxy de risque, le rédacteur de Bitcoin sur le même appel, ouais, 85 000. D'accord, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. Nous verrons dans la prochaine vidéo